go deep and picked off. Intercepted by Ambry Thomas. We'll see a pickup come down the right side possibly. Montana looking, throwing in the end zone. Bonjour à tous, bonsoir à tous, bienvenue dans ce 75e épisode du Facebook Podcast, 75e épisode dans lequel nous allons débriefer la draft des 49ers, la draft 2024. Pour une fois, on avait un choix de premier tour, 8 joueurs draftés, on a aussi 8 joueurs pris en agents libres non draftés. Voilà, on va parler un petit peu de tous ces joueurs, surtout des joueurs draftés quand même, on va pas se mentir. Pour m'accompagner dans cet épisode, Gonzague, Kevin et Olivier. Salut les gars. Salut tout le monde. Hola, ¿qué tal? Salut. Bon, autant Olivier, il s'en foutait quand on parlait de joueurs qu'on n'allait pas drafter. Maintenant, c'est des joueurs qui portent le maillot des 49ers, donc Olivier est là pour en parler. Je sais qu'il a manqué à beaucoup d'auditeurs, mais il est là, rassurez-vous, hein, il est présent. Olivier, est-ce que tu connais ne serait-ce qu'un seul joueur qu'on a récupéré? Alors, absolument pas comme d'habitude, on va pas se mentir. Je veux dire, vous connaissez ma passion profonde pour la draft et pour... je vais le dire de suite, pour le zizitage pour des gamins de 20 ans qu'on ne sait pas ce qu'ils vont faire et qu'on va être super contents alors qu'ils vont jouer jamais pour nous. Donc, je fais comme chaque année, j'attends de voir ce qui va tomber et puis je suis relativement satisfait des choix qui ont été faits. Kevin, avant de rentrer sur le joueur par joueur, globalement, la draft, est satisfait ou pas? Comment dire? Honnêtement, je suis vraiment un peu dérangé par certains choix, à vrai dire. Je trouve qu'on a quand même pas mal reaché dans cette draft. Il y a des joueurs que je comprends pas, pour être honnête, j'ai pas vraiment compris pas mal de choix. Je ressors de là un peu circonspect et vraiment incertain sur ce que ça peut donner réellement des joueurs qu'on a pris. Honnêtement, j'attends de voir. Donc, on va en parler joueur par joueur, mais ouais, un peu circonspect pour le moment. Gonzague? Bah écoutez, moi c'est vrai que souvent quand il y a une draft qui a lieu, le sentiment qui prédomine, c'est parfois la déception parce qu'on est amené à faire tellement de mocks, tellement de simulations où on voudrait avoir nos joueurs, évidemment chose qui n'arrive jamais, qu'il y a toujours un peu un sentiment de déception qui prédomine au moment de la draft. Puis après, on prend un peu de recul et de manière générale, autant j'avais été critique sur certaines drafts que nous avions fait par le passé, autant celle-ci de manière générale me satisfait. Bien qu'on n'ait pas répondu à tous les besoins, et on va y revenir, les besoins principaux de chaque année, comme d'habitude, ne sont pas pourvus. Mais paradoxalement, on est allé chercher des joueurs très intéressants, et surtout, ce que j'ai apprécié, c'est que à chaque poste, on est allé chercher un joueur qui, selon moi, fit très bien avec notre système. Je trouve qu'il y a eu, quitte à choisir des positions, il y a eu très peu, il y a eu très peu de fausses notes quant aux joueurs choisis derrière. Et ça, c'est, je trouve, assez intéressant et assez plutôt positif pour l'avenir. Enfin, voilà, c'est ça que je voulais dire. Là, vraiment, quand on prend du recul, je me dis, en fait, c'est pas si mal joué. Donc, on va après étayer à joueur par joueur. Mais voilà, c'est vraiment ce sentiment qui prédomine chez moi. C'est, finalement, c'est pas mal du tout. Ouais, je trouve que Gonzague a bien résumé. C'est vrai qu'on a toujours, comme on en a parlé dans l'émission d'avant, on parlait de pas mal de joueurs. D'ailleurs, exploit de nous trois, Gonzague, Kevin et moi-même, puisque aucun des joueurs dont on a parlé n'a été sélectionné par les 49ers cette année. Donc bravo à nous, on peut être fiers. Mais sinon, ouais, non, dans l'ensemble, en fait, quitte à choisir un joueur de ce poste-là, je trouve qu'à part quelques-uns, on a fait le bon choix à cette position-là. Voilà. Est-ce qu'on peut considérer que certains sont du reach? Oui, peut-être, mais je trouve qu'en tout cas, dans l'ensemble, ils fit tous bien avec la mentalité Niners et avec ce qu'on essaie de développer à San Francisco. Peut-être qu'on aurait dû prendre pas un receveur en 1 et d'autres joueurs à la place, à la position, mais par contre, quitte à prendre des mecs de cette position-là, je trouve qu'on a fait les bons choix. On va rentrer dans le vif du sujet, commencer évidemment par le commencement. Le premier choix qu'on a fait, c'était notre choix du premier tour, la première fois depuis un certain Trey Lance, on choisissait au premier tour. Et on est parti sur un receveur de Florida, Ricky Pearsall, 23 ans, 1m85, 86 kg. La saison dernière à Florida, 65 réceptions, 665 yards, 4 touchdowns. Gonzague, Ricky Pearsall, est-ce que tu peux nous parler un peu de qui c'est et puis qu'est-ce que tu penses de cette sélection? Alors déjà, petit message à TDA.
Et bravo à Victor Roulier qui avait quand même deviné que Ricky Pearson était probablement un premier tour. De ce point de vue-là, vraiment, chapeau à lui. Il nous a fait une petite dédicace pendant le live TDA. Il est normal qu'on lui rende un petit peu l'appareil, donc bonjour à lui. Alors, concernant Ricky Pearson, en tant que tel, moi, il faut savoir que c'est un joueur que j'avais un peu plus haut que certains insiders, puisque je l'avais vraiment clairement dans la première partie du deuxième tour. Je ne le voyais pas passer les Jaguars au deuxième tour. Donc, finalement, le voir au premier tour est quand même, pour moi, une surprise. On ne va pas se leurrer. Mais en y repensant, on n'est pas non plus si loin de sa valeur. C'est un joueur spectaculaire qui a des mains très très fiables, qui a un style de jeu assez particulier parce que c'est un joueur qui a plutôt un très bon moteur avec une très grosse accélération, mais qui vient un peu contrebalancer avec un premier pas parfois un peu difficile. On le voit, c'est vraiment quelqu'un qui a une accélération assez folle, mais paradoxalement, au démarrage, il est assez long. Donc, c'est des courses très particulières chez lui. Mais il est très bon dans les catchs contestés, mais à cause de ce premier pas, il faut qu'il travaille clairement sa séparation. C'est un peu son défaut chez lui, c'est qu'on le voit souvent gagner ses catchs contestés, mais ce qui est problématique, c'est que le catch soit contesté. Mais sinon, voilà, c'est un joueur qui va plaire notamment à tous ceux qui aiment un peu le football champagne. On a tous vu notamment ce catch à une main d'Il d'un OBJ qu'il a été capable de faire, et puis on le voit, il transperce certaines défenses suite à ses accélérations derrière. Donc c'est un joueur qui vraiment est intéressant. Et alors là où je vais en venir, c'est que c'est un joueur qui peut venir en complément de l'arsenal qu'on a déjà. Il peut jouer dans le slot, il peut jouer aussi à la Deebo Samuel. D'ailleurs, soit dit en passant, dans les rumeurs que l'on évoque de possibilités de trade de nos joueurs stars, pour moi, c'est quelqu'un qui est beaucoup plus dangereux pour un Deebo Samuel, dont le jeu est beaucoup plus comparable, qu'un Brandon Ayuk, pour lequel je le trouve paradoxalement très complémentaire. Donc voilà, donc moi, c'est un joueur que j'avais un autre joueur en tête. Lors de ma dernière mock, j'avais mis également un receveur et je m'en expliquerai. Je trouve pas du tout incohérent d'avoir un receveur très haut, mais je trouve que c'est un joueur vraiment qui rentre dans l'esprit tactique que nous mettons en place au niveau offensif. Donc j'en suis même plutôt très satisfait. Ok, oui, on a un peu reaché pour lui, mais je pense que dans la durée, ce ne sera pas une mauvaise idée. Kevin ? Moi, c'est vraiment le choix qui me gêne le plus actuellement. J'avais rien au départ de prendre un receveur au premier tour. Dans le cas où on sacrifiait Brandon Ayuk ou Deebo Samuel, j'aurais totalement compris un premier tour investir un gros choix sur un receveur. Le fait est que encore aujourd'hui, les dirigeants ont annoncé vouloir avancer avec Deebo Samuel et Brandon Ayuk. Donc dans ce cas-là, gaspiller un premier tour sur un receveur qui pourra pas être receveur numéro 1, qui pourra pas être receveur numéro 2, qui va avoir du mal à être receveur numéro 3 parce que Javon Jennings est très bien intégré, ça me gêne un petit peu. Alors qu'il y avait quand même des choix très imposants encore disponibles à des postes qui pouvaient être préférables de renforcer. On pensait au cornerback, on a pensé à la ligne offensive. Ouais, alors oui, sur les qualités du joueur, Gonzague l'a très bien dit, c'est un joueur qui a des bonnes mains, un joueur explosif, voilà, un joueur spectaculaire, très bien, mais on lâche un premier tour sur un joueur qui, en soi, ne va rien nous apporter la saison prochaine, puisqu'il n'a même pas la place d'être sur le terrain suffisamment longtemps pour avoir un impact. Que j'ai du mal à comprendre, sachant qu'on avait des besoins, sachant qu'on avait des gros joueurs qui étaient disponibles à ce stade-là pour renforcer directement les postes de titulaires. On ne le fait pas et on renforce une profondeur d'effectif qui aurait pu être faite beaucoup plus tard. Au final, on prend un receveur. Allez, sur la plupart des boards, il était 12, 13e receveur. Sur la plupart des gros boards américains, il y en avait quoi ? Il y en avait 6 qui étaient partis quand on le sélectionne. Bon, est-ce qu'il n'y avait pas encore un meilleur joueur à aller chercher, même à ce poste de receveur ? La question mérite de se poser. Gonzague, tu avais pris le Lad McConkey. De ton côté, je pense que ça pouvait être une bonne solution aussi, quitte à prendre un receveur. Que bon, après, voilà, comme le dit si bien Olivier, on va faire confiance au staff. Peut-être que je me trompe complètement et que c'est un joueur qui va exploser et qui va s'imposer de lui-même et prendre la place d'un Deebo. Et on va se dire, lâchons Deebo ou lâchons Ayuk parce qu'on a un phénomène derrière. Mais honnêtement, je suis sceptique et j'ai un peu peur du syndrome AJ Jenkins ou Dante Pettis avec ce gars-là. Olivier, un avis ? Oui, je vais quand même donner mon avis. Bon, alors,
moi, le gros avantage comparé à vous, c'est que je peux pas être déçu par rapport à la draft, je m'attends à rien. Vous connaissez mon, voilà, je vais pas revenir là-dessus. Après, je vais juste poser une question. Dans les boards américains, il était combien comme quarterback, Purdy? 458e ou 263e? C'était juste pour poser la question. Quand on voit les boards qu'ils ont fait avec Zach Wilson et compagnie, moi, ça me fait, outre Hélène, ça me fait doucement rigoler. Et ça, c'est mon point de vue. Ensuite, gouverner, c'est prévoir. On se retrouve l'année prochaine dans une situation où on a nos trois receveurs qui sont ou en fin de contrat ou dans des situations compliquées au niveau financier. En prenant un mec, peut-être qu'il ne sera pas titulaire cette année, comme tu le dis, Kevin, ça je te rejoins là-dessus, mais qui va pouvoir progresser et mettre la pression sur les deux autres, on se permet de gagner du temps, d'avoir quelqu'un qui fit très bien d'après ce qu'a dit Gonzague, et j'ai confiance là-dessus, dans le système Niners, qui va pouvoir prendre des répétitions. Et si on doit payer notre quarterback et qu'il faut faire des choix, peut-être qu'on aura plus de certitude en ayant le petit Ronivelle et Pearsall qui auront 1 et 2 ans dans les pattes, plutôt que si on se dit « Ah, comment on fait maintenant? Oh là là, on n'a pas de solution, vite, on va drafter. » Je préfère qu'on prévoit. Et moi, d'après ce qu'on m'a dit, c'était un genre de Julian Edelman. Si c'est un mec juste comme ça, moi, ça me suffit. Il semblerait que le petit Edelman, il ait gagné quelques titres. Donc, voilà. Moi, c'est ce que j'ai lu un peu à droite, à gauche. Donc, voilà. Moi, c'est mon premier point, c'est celui-là. On a aussi des contraintes financières et l'effectif, il est suffisamment costaud pour se dire, on peut juste réfléchir à prendre quelqu'un qui va nous servir dans les années à venir. Voilà. Mais Olivier a Olivier, dit du bien des Patriots. Il a dit du bien d'un joueur des Patriots. Et j'ai rien contre les Patriots. J'ai rien il y en a leur ancien coach et l'autre dont je ne citerai pas le nom. C'est eux que les gars, l'émission elle va être assez longue. On part pas là-dessus. Mais c'est pas ma faute. J'ai été sage. mais Allez, vas-y, Kevin, prends la parole. Olivier, moi je veux bien prévoir l'avenir, tout ça, mais on parle d'un premier tour, on parle pas d'un troisième, quatrième tour qui sert justement à prendre des joueurs un peu bruts qu'il faut développer, qu'on va pouvoir prendre le temps, qu'on peut laisser au repos 1 saison, 2 saisons. On parle d'un premier tour et on avait des gros besoins. On a un bonhomme qui s'appelle Cooper DeJean qui aurait pu tellement renforcer notre poste de cornerback qu'on prend pas et qu'on va chercher un gars qui ne va nous servir à rien sur l'année 1. Alors oui, t'as raison, peut-être qu'il va se développer, peut-être que ça va être un super receveur dans 2-3 ans et qui va nous sauver ce poste-là, mais au premier tour, dans ma vision, on est supposé prendre des joueurs qui vont nous apporter day one, et c'est pas son cas. Et il a été pris en combien de gens? Il est pris au deuxième tour. 40. Ouais, il a été pris plus tard en 40. Il n'a pas été pris juste après. Donc, c'est qu'il y a quand même 39 équipes, 39 choix avant qu'il soit pris. Peut-être qu'il n'y a pas que San Francisco qui n'ont pas fait le super joueur dont vous parliez. Après, voilà, je pense que ce que tu dis, je l'entends, Kevin. Il semblerait on se soit penché sur le cas du corner plus tard dans la draft et on avait aussi recruté à des tarifs moindres pendant la free agency. Donc, je pense qu'il faut, sans dire faire confiance au staff, mais il y a des données sur lesquelles on peut pas s'appuyer nous. Tu vois, donc ce qu'ils ont prévu pour les contrats, ce qu'ils ont prévu de mettre, peut-être qu'ils ont déjà eu une discussion avec Brock Purdy qui a l'air tout gentil, tout brave, peut-être qu'il leur a dit, moi je veux 60 millions la saison. On ne sait pas tout ça nous, tu vois. Donc voilà, gouverner c'est prévoir. Donc je pense qu'en ayant X cornerback à l'heure actuelle sous contrat et trois receveurs qui vont être en fin de contrat rapidement, ils ont préféré assurer à ce niveau-là. Et ça, c'est mon point de vue. Après, je peux me tromper. Mais sur Cooper DeJean, juste pour une petite aparté pour nos auditeurs, il faut savoir qu'on a suivi l'émission avec Kevin et Elliot, et on était comme des dingues, tous les trois, à l'idée que Cooper DeJean puisse tomber jusqu'à nous sans qu'on ait à monter. Et évidemment, comme l'avait dit Elliot avant l'émission, DeJean qui est allé jusqu'à nous et on est passé dessus, il faut reconnaître que tous les trois, on était assez fâchés. Ça, c'est clair. Voilà. Par contre, sur le gouverner, c'est prévoir que tu as dit, Olivier, à titre personnel, je te rejoins complètement. Moi qui suis un peu team Harry Roseman des Eagles. Alors, juste Gonzague, avant que tu continues, je vais te corriger une bonne fois pour toutes parce que tu l'as mis 52 fois sur le groupe. C'est Roseman. Roseman, pardon. Ouais, c'est vrai que je suis pas proche, j'ai toujours Harry. Roseman. Et même de l'époque Bill Belichick, de la grande époque. Pour moi, en effet, normalement, quand ton équipe est ultra solide depuis des années, qu'elle est complète,
il est tout à fait plausible, contrairement à ce que dit Kevin, qu'un joueur, même de premier tour, ne foule pas les terrains en année 1 et apprenne derrière le joueur en place qui s'apprête à être fin de contrat ou être coupé la saison suivante pour prendre sa relève. Voilà, donc moi, ça ne me choque pas du tout de ce point de vue-là. Et même si Ricky Persol n'est peut-être pas, ne multiplie pas les snaps en année 1, eh ben, il va apprendre tranquillement. Par contre, en effet, quand tu regardes les fins de contrat en 2025, il me paraît évident, mais évident, que la saison qui s'apprête à venir sera la dernière avec le duo Ayuk-Samuel. Un des deux sera sacrifié. C'est impossible autrement quand on voit tous les joueurs majeurs qu'on a en fin de contrat à la fin de l'année prochaine. Je vais pouvoir du coup parler moi maintenant de ce que je pense de Ricky Pearsall. Moi, j'aime bien ce joueur. Alors, il y a toujours les questions, ouais, comme vous les avez tous les trois bien posées. Est-ce qu'il fallait partir sur un receveur? Est-ce qu'il fallait partir sur ce receveur-là? Plus je le vois, quitte à partir sur un receveur, plus pour moi, pour le coup, c'était le bon joueur à choisir. Évidemment, on avait pensé à Ladd McConkey, mais moi, je vais rejoindre un avis de... Quand j'ai regardé quelques replays et des réactions américaines sur ce choix-là, je rejoins l'avis de Bill Belichick sur le choix qui était chez Pat McAfee sur le choix de Ricky Pearsall. Tu ne rejoins jamais les 49ers si tu ne sais pas bloquer. Ladd McConkey ne sait pas bloquer. Ricky Pearsall est un excellent bloqueur. Donc là, déjà, c'est quelque chose qui est positif pour nous. Tu l'avais dit, Gonzague, il n'a pas l'air si rapide, mais il l'est. Et c'est un joueur très rapide. Il a fait son 40 yards en 4,41. C'est plus rapide que Debo. C'est plus rapide que Brandon Ayuk. Donc c'est un joueur vraiment électrique, un très très bon coureur de tracé. Pour moi, il a un avenir à l'extérieur, même s'il a beaucoup joué en slot, mais pour moi, il a un avenir à l'extérieur dans cette ligue. C'était le receveur numéro 1 de ses équipes sur les 3 dernières saisons universitaires. Il a que 23 ans, il a un super arbre de tracé. Et moi, un truc qui m'a convaincu quand même sur ce choix, même si on peut reparler de la décision de ne pas partir sur un corner ou un joueur de ligne offensive, mais sur lui, c'est la réaction de CJ Stroud. Je ne sais pas si vous l'avez vu, la réaction de CJ Stroud. Quand Ricky Pearsall a été sélectionné par les Niners, CJ Stroud a hurlé de dégoût parce qu'il le voulait absolument à Houston. Donc, quand les joueurs reconnaissent le talent d'un gars, c'est encore mieux que quand les observateurs le reconnaissent. Les joueurs ont quelque chose en plus, c'est qu'ils connaissent ce qui se passe sur le terrain. Et quand tu vois un mec comme CJ Stroud, qui est un joueur très intelligent, voir Ricky Pearsall et être dégoûté qu'il ne signe pas chez eux, ça veut dire quand même quelque chose. Après, oui, sur le choix de prendre un receveur plutôt que prendre un corner ou un tackle ou garde. Alors, pour tackle guard, ça se comprend de mon point de vue, c'est-à-dire qu'à ce niveau-là, il n'y avait plus personne en 31. Tous les bons étaient partis avant. Le choix du cornerback, ouais, se discute, mais je pense qu'aussi il y a des préférences dans l'équipe de se dire que s'il s'était tombé amoureux de Reynaldo Green, dont on va parler après, et qu'il savait qu'il l'aurait plus tard, pourquoi ne pas prendre le joueur qu'ils aiment à cette position-là? Évidemment, on aura toujours ces questions contractuelles dont on parlera tout au long de la saison et à l'intersaison prochaine. On verra bien ce que ça va donner. Moi, je l'avais dit avant, je suis un peu dégoûté que Cooper DeJean ne soit pas chez nous. Franchement, mais bon, on va faire avec. Et Ricky Pearsall est un très bon joueur, donc quitte à prendre un joueur, autant prendre un très bon joueur à cette position-là. Ouais, je te rejoins totalement. Moi, j'ai vu cette image de Stroud. Quand tu vois la tronche qui tire et comme il est dégoûté, tu te dis, ah ouais, peut-être qu'on ne s'est pas trompé, quoi. Parce que voilà, tu sentais vraiment qu'il avait qu'une envie, c'est que le gars il vienne chez lui, quoi. Et quand tu vois en plus, tu le vois, il dit non, Niners, tu sens vraiment qu'il est dégoûté parce qu'il sait que ça va fitter sa mère, quoi. Et je sais pas si c'est la même image où il se tourne et qu'il y a le gars qui le regarde et il dit non, en plus, tu sens qu'il est vrai, tu sens vraiment. Ah, il est vraiment dégoûté. Sur toute l'émission, j'ai regardé tous les choix de l'émission. Stroud a réagi vraiment activement à 2 choix, c'est celui-ci et le choix de Marvin Harrison qui est son pote et qui était content pour lui. Mais sinon, c'est le seul choix sur lequel il a réagi activement. Là où dans l'émission, Micah Parsons était beaucoup plus expressif. Et notamment, Micah Parsons, pour la petite histoire, était absolument dégoûté du choix des Cowboys. C'était très marrant à voir. C'est son équipe et il était deg du choix. Du mal à cacher. Sympa pour le nouveau coéquipier qui arrive. Ouais, c'est clair. Est-ce que vous avez des choses à rajouter sur ce choix de Ricky Pearsall? On peut passer à la suite. Eh bien, on va passer à la suite. Le joueur suivant, choix 64, puisqu'on a trade down un petit choix avec les Chiefs. On a sélectionné Reynaldo Green, cornerback de Florida State, 23 ans, 1m83, 84 kg. La saison dernière, une interception, 43 plaquages, 13 passes défendues, seulement 50% de réceptions accordées.
Gonzague, tu l'avais mis dans une de tes mocks d'entre-deux tours. Tu l'avais mis au 3e, on le prend au 2e. Est-ce que tu aimes quand même bien le choix de Reynaldo Green? Alors, je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup parce qu'il répond complètement à une logique que j'avais exprimée durant l'intersaison sur la problématique des safety et non pas des cornerbacks. Je m'exprime, en fait, pour moi, j'avais du mal à définir si Ayuk était un vrai free safety ou s'il était plutôt sur un profil Alors, strong. Ayuk Pour qui moi, va jouer en attaque, donc ça va être compliqué. Ayuk, non, pardon, J.R. Brown, s'il était un free safety ou un strong. Et pour moi, avec la retraite de Tashon Gibson, en tout cas, elle n'est pas officialisée, mais pour moi, c'est tout comme, il nous manque un pur free safety. La particularité, en fait, de Green, c'est que c'est un joueur qui a évolué dans plusieurs positions à Florida State. On l'a vu quelques très rares fois, mais vraiment à la marge, en cornerback extérieur. Mais il a principalement œuvré entre les postes de nickel et on l'a vu également au poste de free safety. Et il a donné pleinement satisfaction dans ces deux rôles-là, de nickel et de free. Et pour moi, il peut être complètement une solution à ce niveau-là. Donc c'est assez paradoxal parce qu'on le note comme étant cornerback sur sa fiche, mais je le vois quasiment comme une solution au poste de free en cas de blessure de J.R. Brown, par exemple. Mais il peut aussi être une formidable solution, maintenant qu'Isaiah Oliver est parti au poste de nickel, si Deomodore Lenoir venait à se blesser également. Donc finalement, il a un côté un peu multi-rôle qui peut venir combler en fonction des blessures, et il y en aura tout au long de la saison. Je trouve que c'est un très bon joueur. Honnêtement, j'étais pas très optimiste sur le fait de l'avoir en fin de 3e tour, mais ok, il y a un petit reach de l'avoir en fin de 2e tour, mais moi, ça me choque pas. D'ailleurs, Daniel Jeremiah l'avait très haut dans son top 200. Donc finalement, je trouve que ça sent bien la bonne affaire et je suis assez content de ce pick parce qu'il vient combler deux problématiques dans la rotation. Mais je suis pas du tout d'accord avec toi sur le positionnement. Moi, je le vois vraiment comme un joueur, un cornerback extérieur au plus haut niveau de par ses qualités en couverture. Moi, je le vois vraiment capable d'évoluer de l'autre côté de Charvarius Ward. Avec Deomodore Lenoir en nickel. Je trouve qu'il a les qualités pour. Il l'a fait en université. Un de ses meilleurs matchs universitaires, ce qui est beaucoup ressorti dans tout ce que j'ai lu, c'est qu'il a été cornerback extérieur le premier match de cette saison contre LSU et il a éteint totalement Malik Nabers, qui a été 6e de la draft, je le rappelle, drafté par les Giants, puisque sur le match, Malik Nabers a été targeté 5 fois, seulement 2 réceptions, 20 yards et une interception pour Reynaldo Green. Voilà, moi je trouve que justement il peut très bien fitter dans notre système parce que c'est un joueur qui est instinctif, qui est un très bon joueur sur la couverture, qui est un bon plaqueur contre la course, ce qui est le cas aussi de Charvarius Ward. Je trouve les mêmes qualités en Reynaldo Green que je trouve en Charvarius Ward. Et pour moi, ça peut très bien fitter justement à l'extérieur, là où on a le plus gros besoin, contrairement au poste de safety, où J.R. Brown, pour moi, fait totalement le taf en free. Ah, mais c'était plus moi, dans un système de rotation. Mais après, il faudra qu'il prouve en extérieur. Il a fait pas tant de ça de matchs. Ah, quand même, il en a fait pas mal. Hein. Il était sur la saison dernière, au niveau de ses snaps, il est en moite-moite. Hein. Ah non, moins que ça, je te garantis. Ah, si, bah, j'ai regardé les stats, donc on est vraiment sur du moite-moite. Et surtout, au-delà de ça, et là, par contre, là où je vais te rejoindre, c'est que, encore une fois, je sais que je radote en disant ça, mais on joue exclusivement en zone chez nous, et c'est un pur joueur de zone. Ce mec-là, en presse, il sert à rien. Par contre, en zone, il sera superbe. Donc, de ce point de vue-là, on ne s'est pas trompé. Olivier? Bah écoutez, moi déjà, il a un prénom qui me plaît. J'étais sûr que tu allais commencer par ça. Bah, écoutez, déjà, je rappelle quand même que pour toutes les personnes qui nous suivent, on a posé la question sur le groupe. Donc, je suis obligé de commencer à répondre aux followers. C'est la moindre des choses. Ensuite, je vous écoute. Donc, si j'ai bien compris, il va pouvoir remplacer le Nili Simoine. Rien que pour ça, c'est un très très bon choix. Voilà. Ensuite, le gars, d'après ce que tu me dis, Elliot, il a mangé le numéro 6 de la draft, deuxième receveur à être parti derrière Marvin Harrison, si je dis pas de conneries. Donc c'est plutôt pas mal, c'est plutôt positif. Pas sûr qu'il fasse à NFL la première saison, on est bien d'accord. L'avantage, quand je vous écoute tous les deux, c'est que il a un côté couteau suisse d'après ce que dit Gonzague. Toi, tu le vois bien sur l'extérieur. On sait qu'à San Francisco, les joueurs, quand ils viennent, ils ont quand même tendance à progresser, à part Ambry Thomas, mais bon, c'est pour faire la balance avec les autres. Donc oui, c'est très bien ça. Moi, je suis assez content de ce choix, même très content de ce choix. Et en plus, ça comble un besoin pour revenir sur ce que disait Kevin. Donc pour moi, si Reynaldo, il est malin comme un renard, ça va me plaire. Kevin?
Moi, c'est l'autre choix qui me dérange beaucoup. Honnêtement, je me demande encore qu'est-ce qu'on a fait. Moi, Elliott, je demande juste à te croire qu'il va être un bon cornerback extérieur. Moi, tout ce que j'ai lu sur lui, c'est que c'est 100%, ça va être 100% un nickel cornerback en NFL. Le poste qui est parfaitement comblé par Deomodore Lenoir. Au contraire, on a besoin de quelqu'un sur les extérieurs. Donc là, on fait quoi? On le met lui et puis on met Lenoir sur l'extérieur qui est trop petit et pas assez physique pour jouer sur l'extérieur. Je comprends pas. Alors oui, il a éteint Malik Nabber, soit, mais ouais, je suis vraiment circonspect. C'est pas contre le joueur, mais la réponse qu'il apporte aux besoins d'un cornerback extérieur, je la vois absolument pas dans ce que j'ai lu, dans ce que j'ai étudié dans son cas. Donc tant mieux, s'il peut l'être, je demande que ça. Et puis au final, on le voit, Charvarius Ward, c'était un late pick, et puis on voit le joueur qu'il est devenu aujourd'hui. C'était même pas un late pick, c'était un joueur non drafté. Ouais, c'est ça en plus, c'était un non drafté. Donc on voit à quel point les joueurs peuvent se développer, et même sur les extérieurs, même un Richard Sherman qui était très très loin dans sa draft, il s'est développé, on sait à quel point. Pourquoi pas? Mais là, avec les données que j'ai, voilà, encore les boards, il était même à peine dans les top 15 des boards. Je suis obligé de me baser sur ces données-là. C'est les données qu'on a en ce moment entre nos mains. Je ne sais pas ce qu'il va donner sur un terrain NFL. On ne l'a pas vu. Mais je reste circonspect là-dessus. Je sais pas. J'ai hâte de m'expliquer qu'est-ce qu'on a fait à prendre ce jour-là. Je peux poser une question à Gonzague, qui est notre encyclopédie de la draft. À l'époque, le Nulli Simoine était classé combien dans les boards des spéciologues de la draft? Il a été pris chez nous au 3e tour, mais moi, personnellement, je l'avais mis au 5e et la plupart des insiders l'avaient en effet entre 3 et 5. Voilà. Donc, voilà. Et Charvarius Ward, il n'a pas été drafté. Non, il n'a pas été drafté. Non, mais on peut toujours revenir là-dessus, Olivier. Olivier, on peut toujours revenir là-dessus. À chaque fois, il y a des contre-vérités qui vont te dire en effet que certains se sont trompés. Il y a certaines choses qui se vérifient. Dans les faits, c'est toute la magie de la draft. Sinon, on ne serait pas là à en débattre. Mais voilà, donc. Mais moi, Olivier, dis-moi sur quoi je dois me baser pour évaluer le joueur, sachant qu'il n'a pas foulé un terrain NFL. Moi, je veux bien. Mais dis-moi, je me base sur quoi? Alors, très, très honnêtement, c'est pour ça que je prends beaucoup de plaisir à écouter ce que vous racontez, les garçons, parce que on a Gonzague qui nous explique qu'il a joué à un poste, et l'autre qui nous dit non, il n'a pas joué à ce poste, il a joué à 2 postes différents. Donc, peut-être que en regardant, chacun a un regard différent. Et c'est ce qui fait un peu la magie de ce sport. Après, les deux, Elliott et Gonzague sont OK sur le gars qui est spécialiste pour jouer en zone comme on joue chez nous. Peut-être que c'est un bon choix à ce niveau-là. Moi, c'est plus sur ça que je vais me baser. Et après, c'est sur ce que je vais répéter ce que je dis chaque année. Moi, je m'arrête au terrain. Je veux dire, George Kittle était drafté au 5e tour, c'est ça? Voilà, oui, il a été pris. Voilà, je veux dire, Dédé Greenlaw, il a été drafté, je ne sais pas combien, à quel tour. 5e tour aussi. Voilà, Ufanga a été drafté au 6e tour. Voilà, donc je vais encore dire la même chose. J'ai ce gros problème de faire confiance au board parce qu'ils font des choix qui me paraissent cohérents. Et après, je ne me base pas sur ce qu'ils ont pu faire ou pas faire en université. Je rappelle que Trevor Lawrence nous l'a vendu comme il allait révolutionner la NFL. Il a du mal à gagner des matchs avec les Jaguars. Donc voilà, c'est là où moi j'ai la limite au niveau de la draft. C'est pour ça que j'ai du mal, moi, à m'hyper comme un cochon sur des universitaires prépubères qui n'ont jamais foulé un terrain NFL. Donc je m'arrête vraiment à ce qui me correspond. C'est-à-dire là, les joueurs dont vous avez parlé, je ne peux pas dire qu'il n'est pas bon. Je ne sais pas du tout à quoi il ressemble, mais sur ce que me disent les garçons, ça m'a l'air d'être un choix cohérent pour San Francisco. Voilà, c'est en ça que je te dis sur quoi je me base, moi, tu vois, Kevin. Après, je ne dis pas que ce que tu dis, c'est pas bon, parce que les boards, ils ont certainement, quand ils font des choix, ils ne classent pas les quarterbacks au hasard, ou les receveurs au hasard, ou les cornerbacks au hasard. Mais avec la NFL, et surtout quand on est dans une franchise comme San Francisco, qui est relativement bien coachée depuis des années, on peut aussi avoir l'espérance que les joueurs progressent d'une saison sur l'autre. Voilà, et c'est exactement ça que je dis. J'ai commencé par là en disant je ne demande qu'à croire à Elliott quand il me dit qu'il peut jouer sur les extérieurs, qu'il peut apporter, qu'il peut boucher ce trou-là. Moi, sur ce que j'ai lu et sur ce que j'ai vu, je le vois pas, ça. Et c'est dans ça que je comprends pas ce choix-là. Je dis pas qu'il peut pas se développer. Je l'ai dit pendant toute mon intervention. Effectivement, il peut se développer et devenir le joueur qu'on a besoin. C'est juste que dans les analyses que je lis, dans ce que je vois et dans les classements que je regarde et dans les stats que je regarde, je le vois pas, ça. C'est tout.
Et juste pour conclure, enfin, ce que tu disais par rapport à une chose, et après on va passer à la suite, mais c'est pas parce que Elliott et moi sommes en désaccord sur le meilleur poste du joueur que nous avons l'un ou l'autre foncièrement tort. La réalité, c'est que si tu vois jouer un petit peu Florida State, la réalité des choses, c'est qu'un peu à l'image d'Alabama, beaucoup de joueurs sont sur un certain nombre de jeux différents, parfois alignés dans des positions très différentes. C'est le cas de Renaldo Green. Je maintiens pour ma part, et je dis pas que j'ai raison, c'est pas du tout mon propos, que si tu prends le nombre de snaps au total qu'il a joué sur les extérieurs, c'est assez relatif à l'arrivée. Mais la réalité, c'est qu'il a été amené à assurer tous les types de couvertures possibles à Florida State, qui assure une très grande versatilité dans les positions des joueurs en fonction des jeux choisis. Donc, ce n'est pas même si on est en désaccord, ce que dit Elliott et ce que je dis moi ne sont à l'arrivée pas si incompatibles que ça. Ah, mais je disais pas que c'était incompatible, mais au contraire. Je dis qu'en vous écoutant tous les deux, il y a vous avez vu des choses différentes. C'est ça qui est intéressant. Au contraire, moi, c'est sur ça que je me base. Moi, c'est vos analyses, c'est plus vos analyses qui vont au départ me hyper ou pas sur un gars, plutôt que ce qui va être dit par des boards ou de mecs que je connais pas, quoi. On va passer à la suite parce qu'on a fait que 2 joueurs pour l'instant, donc on va quand même enchaîner. Sur le 3e, notre choix du 3e tour, on est monté un petit peu dans la draft pour aller chercher Dominique Pouni, joueur de ligne offensive de Kansas, 24 ans, 1m96, 142 kg. Moi, je vous le dis tout de suite, je vais commencer là-dessus, c'est mon choix préféré de la draft. On parle d'un mec qui joue quand même dans une conférence assez compétitive. Lui est dans une équipe pas si compétitive que ça. Et il n'a pas encaissé un seul sac sur les 2 dernières saisons. Un seul QB hit. Il a joué tackle et il a joué guard. Moi, je demande pas grand-chose de plus en fait qu'un mec qui ne laisse pas son quarterback se faire attraper. C'est un joueur qui est athlétique, c'est un joueur qui est expérimenté. Il a 24 ans, il a été titulaire pendant 2 saisons à Kansas, il a été titulaire pendant 2 saisons avant à Central Missouri dans une autre université. Voilà, j'aime beaucoup ce choix-là. Je trouve que moi, je l'avais plus haut dans mon board que 86. Moi, je l'avais en fin de second, début 3e tour. Donc, le récupérer à ce moment-là, moi, je trouve que c'est une aubaine. Beaucoup de gens parlent évidemment de son poste qui serait normalement le meilleur en NFL, qui serait un poste de garde, qui est un poste auquel on a besoin. Je pense que ce sera ça au début, mais par contre, je le vois totalement avec le temps pouvoir potentiellement, c'est pas sûr et certain, mais potentiellement devenir un tackle titulaire en NFL. C'est pas quelque chose d'incompatible. Il a le physique pour, il est grand, il est costaud, il est capable de se déplacer très très bien, il a un bon jeu de jambes. Donc pour moi, en NFL, d'ici 2 ans, il pourrait être un tackle. Dans un premier temps, je pense qu'il sera un garde quand même. Gonzague ? Tu m'as enlevé de la bouche un élément sur lequel je te rejoins à 200%. Tu vois, Olivier, comme quoi je suis d'accord avec Elliott. Oui, Dominique Pouni est le meilleur choix de cette draft. Ça, clairement. Exactement comme Elliott, moi je l'avais plus haut. Je l'avais entre la fin de 2e tour et le premier tiers, on va dire, du 3e. Pour moi, c'était son vrai poste. Toi, tu dis qu'il n'a pas pris un sac et un seul QB hit en 2 saisons. Moi, je vais sortir une stat. Il a un seul QB hit. Oui, un seul QB hit. Oui, c'est ce que je viens de dire. Aucun sac et un seul QB hit. Moi, je vais surtout sortir la stat suivante. Toi, tu parles de 2 saisons. Plus de 400 snaps. 400. Je ne sais pas si nos auditeurs s'imaginent. Donc, c'est un joueur qui est fiable, qui ne se blesse pas. Comme l'a dit très justement Elliott, qui a joué tackle. D'ailleurs, il a principalement joué tackle d'ailleurs à l'université. Mais en effet, la plupart des insiders, si je les rejoins, le voient plutôt en garde. Pour moi, il sera un formidable garde droit. Soit exactement notre petit trou qu'on a eu la saison dernière. Par contre, le seul point de bémol que je vais avoir avec Elliott, je suis plus circonspect sur sa capacité à jouer tackle. Pour moi, en fait, il sera formidable en garde parce qu'il a une capacité à décrocher et notamment à venir en soutien, notamment d'un tackle avec un McCaffrey qui court derrière. Vous allez le voir, sa capacité à attaquer le second rideau, notamment, est géniale. Donc, c'est vraiment un très, très, très bon choix qui fit complètement avec notre système. Et c'est une aubaine. Et merci aux Niners d'avoir fait le choix de trader up pour aller le chercher, car il est certain que si on était resté à notre position, on ne l'aurait pas eu. Kevin ? Je suis totalement d'accord avec vous sur le fait que c'est le meilleur choix de la draft. J'ai adoré ce choix-là. Je trouve que c'est une super idée. Je ne l'ai pas caché que je considérais que le poste de garde droit était un plus gros problème que le poste de tackle droit la saison dernière. Et on va chercher un joueur qui fit exactement pour combler ce trou-là tout de suite. Je pense qu'il est prêt à être titulaire dès la première semaine finalement, qu'il est prêt à prendre le poste. Il y aura peut-être un combat pendant l'été avec Feliciano et Burford.
mais je pense qu'il peut ressortir vainqueur tout de suite. C'est vraiment un joueur qui me semble prêt à ça. Et ouais, je suis vraiment content de le voir arriver parce qu'en plus, 3e tour, je trouve qu'au final, il n'a pas grand-chose à envier aux gars qui ont été pris plus haut, même au premier tour, les Sumataya et consorts qui sont partis dès le premier tour. Et finalement, on se retrouve avec un joueur qui me semble à peu près équivalent. Donc, je suis vraiment content de le voir arriver. Et je pense que ça renforce vraiment la ligne offensive. On en avait besoin sur tout ce côté droit de la ligne. Ouais, c'est ça. Avant de donner la parole à Olivier, je suis d'accord avec toi sur le fait qu'il peut être titulaire jour 1, contrairement à Aaron Banks qui a été drafté beaucoup plus tôt. Mais Aaron Banks est arrivé très jeune en NFL. Là où Dominique Pouni, c'est un mec qui a déjà 24 ans, qui a déjà 5 saisons universitaires sous les pattes, qui a été titulaire tout le temps. Le mec est prêt. Le mec est NFL ready de fou. Olivier ? Un mec qui s'appelle Pouni. Un mec qui s'appelle Pouni quand même. Non. Tu commences pas. C'est une mission sérieuse. Le mec qui s'appelle Pouni. Alors là, franchement, le board de San Francisco, je suis sûr qu'il m'écoute. Voilà. Le mec, toutes les émissions, il a puni les adversaires. Voilà. Parfait. Donc, rien que pour ça, c'est le meilleur choix de la draft, c'est une évidence. Non, il y a un autre choix, mais je le dirai plus tard, parce que c'est pas un joueur qui a été drafté, c'est un undrafted pour moi, le meilleur choix. On en parlera tout à l'heure. Peut-être le pire choix de nos 16 joueurs. On n'en parle pas, on ne spoil rien. Non, mais je vous ai écouté, et puis voilà, moi, d'après ce que j'avais lu, c'était un gars c'est un gars qui a quasiment rien concédé. Il est fait pour jouer, pour se déplacer dans notre schéma de bloc. Il va parfaitement s'intégrer là-dedans. On va se retrouver certainement avec ce gars titulaire qu'on va payer une misère pendant 4 ans. Donc, c'est parfait. Et Burford et Feliciano vont se battre pour les miettes derrière. C'est parfait. Si le mec, il est titulaire Day One, c'est tout bénef et financièrement parlant, c'est du biscuit. Donc, merci, bravo, on continue. Le choix suivant, 4e tour, choix 124, Malik Mustafa, safety de Wake Forest, 21 ans, 1m80, 94 kg. Gonzague, le choix de Malik Mustafa, qu'est-ce que t'en penses ? Oh là là, mais il y a tellement de choses à dire sur ce choix-là. Tellement. Alors, le premier, déjà, l'instant émotion de cette draft, je ne sais pas si les auditeurs l'ont vu, mais si ce n'est pas le cas, j'invite à le faire. C'est l'émotion du joueur au moment où il est appelé par le board depuis la War Room pour lui annoncer qu'il allait être pris. On sent une émotion mais extraordinaire pour ce joueur qui a l'air d'être ultra humble. Et moi, en tout cas, il m'a touché. Pour ce qui est du joueur en lui-même, alors déjà, première chose, parce qu'on arrive un petit peu dans les tours qui concernent cet aspect-là, c'est un très bon joueur d'équipe spéciale, premièrement. Donc, il va déjà apporter sur ce point-là. Autre élément, c'est un pur et dur strong safety. C'est un formidable joueur dans la boîte, mais c'est comme Hufanga, c'est un boulet de canon. Par contre, il est aussi bon à aller taper dans la boîte qu'il est nullissime à la couverture. Je préfère prévenir à l'avance. De ce point de vue-là, il est une menace directe pour Hufanga. Ça va un petit peu corroborer ce qu'on s'était dit il y a quelques temps, à savoir que si parmi nos joueurs majeurs, s'il fallait en sacrifier un dans les années qui viennent en vue de la gestion des contrats, Hufanga pourrait être une cible potentielle. Clairement, là, on lui met la pression. On lui met la pression parce que Mustafa est clairement un joueur qui rentre complètement dans la sphère d'Hufanga. C'est un concurrent direct de chez direct pour lui. Et au pire, il lui met la pression. Et au mieux, il prend sa place. Donc, parce que Hufanga sera trop cher dans quelques temps. Donc voilà. Donc moi, c'est un choix qui me satisfait pleinement. On avait rencontré le joueur au moins 2 ou 3 fois. Il avait complètement conquis au moment du combine et des interviews le staff des Niners. Et ça s'est confirmé par sa sélection. Et moi, personnellement, c'est un choix qui me plaît assez puisque ça vient offrir une solution supplémentaire au poste de safety et au poste d'équipe spéciale. Donc moi, ça me va très bien. J'aime beaucoup aussi ce choix et je vais dire une chose, je pense que ça peut devenir un des joueurs préférés d'Olivier pour plusieurs raisons. Pour plein de raisons, ça peut devenir un des joueurs préférés d'Olivier. Premièrement, parce que c'est une boule de nerfs qui met des patates à tout le monde. Il adore plaquer des gens. Il va très bien s'entendre dans le vestiaire avec Deomodore Lenoir et avec Dre Greenlow. Il adore plaquer des gens. Deuxièmement, je sais que ça te plaît, Olivier, capitaine à l'université, c'est des choses qui comptent quand même. Voilà, c'est un mec qui est instinctif, un peu trop agressif par moment, mais
s'il arrive à canaliser ça, ça peut devenir quelque chose de super. Et pour répondre à ce que disait Gonzague sur le côté émotion et humble du gars, je pense que ça joue aussi sur le fait que le mec était une recrue 0 étoile à la sortie du lycée, qu'il est passé par le tout petit niveau universitaire, il a été obligé de se faire sa place comme un grand, de travailler pour montrer qu'il avait le niveau. Et je pense que quand tu es un joueur comme ça, plutôt que les mecs étaient 5 étoiles, que tout le pays enviait à la sortie de l'université, le jour où tu es drafté, ça a une émotion supplémentaire. Et je vais aussi utiliser une petite phrase qu'a utilisée John Lynch dans la vidéo de l'appel. Malik Mustafa était leur interview préférée de tous. Donc voilà, je pense que ça peut être un très bon choix. Et pour l'histoire avec Hufanga, c'est ça. Au pire, il lui fait une confiance. Et de toute façon, quand tu es en 4e tour, tu n'espères pas avoir un titulaire. Donc là, pour l'instant, il va s'asseoir derrière, il va apprendre le métier. Et puis, s'il prend sa place, tant mieux. C'est qu'il leur a montré qu'il avait le niveau pour jouer chez nous. Et donc, c'est très bien. Kevin ? Je suis tellement d'accord avec vous. Moi, j'adore le choix aussi. Je trouve que c'est un joueur qui fit tellement bien dans la mentalité de l'équipe. Surtout défensivement, tu as cité Lenoir et Greenlaw, c'est exactement le joueur que j'avais en tête. C'est le même genre de joueur, ça va frapper fort. Ça se pose pas 36 000 questions. Il y aura peut-être des petits problèmes de pénalité au début, un peu comme avec Greenlaw, mais c'est pas grave. Il va avoir l'énergie. Il va super bien s'intégrer dans ce vestiaire-là. C'est parfait. Je suis d'accord avec toi, Gonzague, sur les problèmes de couverture, mais je préfère un joueur qui a des petits problèmes de couverture en début de carrière plutôt que quelqu'un qui serait pas dans l'esprit dans lequel il est en ce moment. Je trouve qu'être dans l'esprit, dans l'agressivité, ça s'apprend pas. C'est inné, tu l'as ou tu l'as pas. Lui, il l'a. Par contre, la couverture, je pense que ça s'apprend. Il va avoir du temps pour apprendre, au moins la saison prochaine, voire peut-être même celle d'après. Il va s'asseoir derrière Hufanga, il va regarder comment ça se passe. Parce qu'au final, même Hufanga était pas spécialement convaincant dans ce secteur de jeu. Et puis au final, on s'est retrouvé avec un joueur qui faisait des interceptions, qui n'était pas si mal que ça. Alors il y a encore des problèmes de couverture avec Hufanga, mais c'est quand même mieux que ce qu'on pensait. Et je pense qu'un joueur comme Mustafa peut totalement s'améliorer dans ce secteur-là. Donc je suis vraiment content qu'on ait un jeune joueur de ce niveau-là en backup d'un Hufanga. On l'a vu à quel point ça nous a manqué, un joueur qui ressemble à Hufanga l'année dernière quand on l'a perdu. Donc c'est parfait. Olivier ? Vous l'avez bien vendu. Moi, je ne le connais pas du tout, bien entendu. Quand il a été drafté, j'ai reçu quelques petits messages. On m'a dit tu vas voir, il va te plaire, il va te plaire. Et voilà, si c'est le genre de joueur qui rentre dans la meule et qui va prendre le taf, c'est parfait. Et puis moi, oui, c'est important, le capitaine d'équipe. C'est très, très important. Un mec qui a un cerveau, qui a un âme de leader, c'est important. En plus, c'est un gars qui a dû se construire, il n'y a rien qui a été gratuit pour lui. Ouais, celui-là, vous m'avez bien hypé sur le gars. Voilà, lui, voilà, là, à partir de maintenant, ça commence à m'intéresser la draft. Donc voilà, Malik Mustafa, je note, j'attends de voir une équipe spéciale qui m'éclate 2 ou 3 mecs. Et voilà, c'est bien, ça y est, c'est bon. C'est un très bon choix. Bravo, messieurs. Juste pour terminer sur la question des capitanats, petite anecdote amusante, mais pas piqué des hannetons. Comme on dit chez moi, nos 3 principaux safety, que sont donc Jair Brown, Malik Mustafa et Hufanga, étaient tous les 3 capitaines d'équipe en université. C'est pas anodin, je trouve, par rapport aux joueurs que nous ciblons et la mentalité qui va avec. C'est clair, ça prouve bien ce qui est recherché. Et puis, comme l'a dit Elliott, c'est l'interview préférée de Lynch. Bon, ça veut dire, pas que de Lynch, du board. Donc, pour moi, ça veut dire beaucoup. Je sais qu'on me reproche souvent d'être très pro front office San Francisco. Je vais continuer parce que pour moi, on a ce qui se fait de mieux à NFL depuis un moment et ça le prouve. Et on le prouve saison après saison. Donc, oui, s'il rentre dans cet esprit-là, on a quelqu'un qui va pouvoir apporter quelque chose. Et puis je sais, on a eu quelques discussions. Ouais, là, on va faire tel joueur, parce que tu te rends compte, c'est pas bien, on va faire des échanges. Je l'ai dit à quelqu'un il n'y a pas longtemps, bienvenue à NFL, on sait comment ça fonctionne. On ne peut pas faire de sentiments, on peut pas garder tout le monde. Donc, il faut préparer l'avenir. Et là, si vous me dites que c'est un gars qui peut rentrer dans l'esprit d'Hufanga, quitte à le remplacer, c'est parfait. Ça obligera Hufanga à faire des choix financiers, ou s'il s'en va, bisous sur le front, il y en a quelqu'un pour le remplacer. C'est magique. Bien joué tactiquement, encore une fois, gouverner, c'est prévoir. Le joueur suivant, choix 129, Isaac Guerendo, running back de Louisville, 23 ans, 1m85, 102 kg. La saison dernière, 810 yards, 6,1 yards de moyenne et 11 touchdowns. Gonzague, tu penses quoi du choix d'Isaac Guerendo ? Alors voilà peut-être le choix qui m'enquiquine le plus. Pour une simple bonne raison, c'est que c'est vrai que moi je me suis toujours passionné pour le foot universitaire et il est vrai que je pense connaître un certain nombre de joueurs et paradoxalement, on est allé chercher un joueur que je connais très mal, alors que paradoxalement,
beaucoup suivi Louisville ces dernières années, surtout à l'époque où Lamar Jackson en était le quarterback, parce qu'évidemment, il était sous le feu des projecteurs. Et j'avais suivi notamment, je ne sais plus comment il s'appelait déjà, le defensive end qui était drafté par les Bucks l'année dernière, qui également jouait à Louisville. La réalité des choses, c'est que moi, je le connais très mal. Donc, j'ai voulu me renseigner sur lui juste avant de préparer cette émission. J'ai pas eu le temps de voir beaucoup de vidéos. Mais par contre, beaucoup d'insiders considèrent ce choix comme potentiellement le plus riché, voire le plus moyen de toute cette sélection. Donc, moi, je vais lui donner sa chance. Je sais pas trop ce qu'il vaut. Je me méfie toujours des running backs qu'on draft. Et autant je suis très serein sur les running backs que nous draftons pas mais qui viennent chez nous en tant que non draftés. Voilà, donc à lui de faire ses preuves, mais j'ai pas beaucoup d'opinion réellement sur ce joueur-là, donc je pense qu'Eliott, tu vas nous en apprendre davantage. Gonzague, juste t'es un putain de génie parce que t'as resté faire 3 minutes pour nous dire que t'avais pas d'opinion et ça c'est grandiose. C'est fort. C'est le talent C'est du trop Gonzo. C'est trop fort. Kevin? Moi aussi, ça me pose un peu problème ce choix. Au niveau des qualités du joueur, c'est quand même plutôt intéressant. C'est un joueur très très rapide. Il me fait penser un peu à du Raheem Mostert dans le texte. Donc, sur l'apport, j'aime bien. Par contre, pourquoi, bordel, on va encore chercher un running back au 4e tour? On a 3 excellents running backs et on va s'en rajouter un jeune qui va se péter les dents parce que la concurrence est beaucoup trop forte. Pourquoi il y en a des tonnes en non drafté qu'on arrive à développer, même au 7e tour, pourquoi pas, qu'on arrive à développer. Là, on va chercher encore un 4e tour sur un running back assez inconnu. Je vous dis, pour que Gonzague connaisse pas un running back, c'est que vraiment, il est quand même relativement inconnu. Donc, ouais, je suis assez circonspect parce qu'on avait largement s'il fallait un running back pour aller dans cette saison et juste ramener des nouveaux via des non draftés ou des fonds de 7e tour. Donc, je comprends pas vraiment le choix, mais soit. Olivier? Alors là, je suis totalement d'accord avec Kevin, je vois pas l'intérêt. Mais après, on sait que je pense qu'il doit, contractuellement parlant, il doit avoir un truc. Il faut que Shannon draft un coureur. Il est obligé, je crois qu'il doit avoir quelque part dans son contrat quelque chose qui l'oblige à faire ça. Mais hormis ça, je suis totalement d'accord avec Kevin, je vois pas l'intérêt d'aller chercher un running back, parce que de toute façon, Jordan Mason, il va passer running back 2 l'année prochaine, et puis Mitchell, il fera comme d'habitude, blessé, un match, blessé. Donc voilà, je vois pas l'intérêt. Franchement, je vois pas l'intérêt. C'est une perte. Pour moi, on a perdu un choix. Voilà, à mes yeux. Alors, je vois où vous voulez en venir sur le fait de perdre un choix. Alors, autant je pense qu'Isaac Guerendo est à sa place au niveau du choix, autour de 120-130, c'était là où il était plus ou moins attendu dans le range. Et pour le choix, on a entendu beaucoup de discussions sur un potentiel trade de Mitchell. Je pense que les temps de Mitchell à San Francisco sont potentiellement comptés. Parce qu'il y a toutes ces histoires de blessures et évidemment l'explosion de Jordan Mason en tant que running back numéro 2 qui doit être sa place. Moi, ce qui me pose problème avec ce choix, je parlerai du joueur après, moi ce qui me pose problème avec ce choix, c'est de monter en fait pour aller le chercher et de lâcher 2 choix de 5e tour pour aller chercher ce gars-là. Ça me pose un gros problème. Parce que des running backs, en gardant nos 2 choix du 5e, on aurait pu en ajouter un avec un de ces choix-là et prendre un autre joueur au besoin. Donc moi, c'est le fait de monter et de lâcher autant pour aller le chercher qui me pose un petit souci. Le joueur en lui-même, par contre, il a explosé surtout au combine. Il a fait une performance de fou. Un 4,33 au 40 yards pour un mec de ce physique-là, c'est très rare. Physiquement, il est monstrueux. Il est capable en fait sur la red zone parce qu'il est très physique, mais il est également, dès qu'il est en open field, il est assez rapide pour battre tout le monde. Je trouve assez complémentaire en fait de ce qu'on a déjà, même si le choix n'est pas forcément le plus sensé. Problème, et c'est pour ça qu'il n'est pas plus haut, c'est qu'il est très injury prone à l'université. Sa dernière saison à Louisville a été complète et il a marqué 11 touchdowns et il a explosé. Mais avant ça, le problème, c'est que sur les 3 saisons précédentes, il en avait joué 1,5 complète. Voilà, c'est pour ça qu'il n'est pas plus haut et c'est pour ça aussi peut-être que Gonzague ne le connaît pas, c'est parce qu'il n'a pas forcément eu l'occasion de le voir jouer. Il était à Wisconsin avant de venir à Louisville la saison dernière. Voilà, donc à voir ce qu'on va avoir. Je trouve que c'est un peu gâché, surtout quand moi je préférais Rasheen Ali, mais bon, ça on va pas en débattre pendant des années. Il est chez les Ravens maintenant, bravo à eux. Mais voilà, c'est pas mon choix préféré, juste parce qu'on est vraiment aussi trop monté pour aller chercher.
Le joueur suivant, Jacob Cowing, receveur d'Arizona, 23 ans, 1m73, 79 kg, petit gabarit. La saison dernière, 90 réceptions, 848 yards et 13 touchdowns la saison dernière. Gonzague, je te laisse parler de Jacob Cowing, mais je crois qu'il y a un point sur lequel on n'est pas trop d'accord de ce que tu nous parlais, mais je te laisse commencer. J'anticipe qu'on va pas être d'accord une Oui, fois. oui. Je crois que deviner sur ce quoi tu vas parler, je vais donc aborder ce point-là à la fin de la présentation de Cohen. Déjà, alors moi, c'est pas mon choix préféré puisque c'est Dominic Pony, mon choix préféré, mais c'est un de mes choix préférés de cette draft. C'est un joueur que j'aime beaucoup. C'est une pile électrique avec une très grosse accélération. Alors, pour la petite anecdote, pour ceux qui veulent préparer la draft de la saison prochaine, il était le wide receiver numéro 2 d'une fac, ou le wide receiver numéro 1, croyez-moi, ça va être du bonbon, celui-là. Donc, très bon joueur, très bon dans les accélérations, très très bon dans le slot. Pour moi, il apporte un élément complémentaire. En tout cas, pour moi, c'est clairement un upgrade à des postes de wide receiver numéro 4, comme peut l'être aujourd'hui nos receveurs de fond de classe que nous avons aujourd'hui au sein de l'effectif. Il peut, selon moi aussi, énormément apporter sur équipe spéciale. Alors, c'est peut-être sur ce point-là qu'on ne va pas être d'accord, Elliot. Son seul bémol également aussi, tu l'as dit, Elliot, il est très frêle. C'est quelqu'un qui est au niveau universitaire, c'est pour moi une des raisons pour lesquelles il est descendu, alors que moi je l'avais vraiment aux alentours du 4e tour à peu près. Je pense qu'une des raisons pour lesquelles il est descendu, c'est que physiquement, un petit peu comme le receveur des Eagles dont j'ai oublié le nom, il est tellement frêle qu'il risque de prendre des tampons. Soit il est comme le receveur des Eagles et il arrive à survivre malgré ça, soit il sera constamment blessé parce qu'il Devonta Smith, merci. Sinon, il sera constamment blessé parce que vraiment, là, il va avoir du physique bien différent de ce qu'il a connu en université. Pour répondre, du coup, je suis d'accord avec toute ta présentation globale du joueur. Moi, je vais revenir surtout sur le point retour de coup de pied. En fait, je trouve qu'il a sur le papier les qualités pour le faire. C'est un mec qui est rapide, c'est un mec qui est petit, qui est bon dans l'évitement. Le problème, c'est qu'il l'a fait à l'université, les retours de coup de pied. Et que sur retour de punt, il a fait 5,9 yards de moyenne. Et que sur retour de kick, il a fait 5,5 yards de moyenne. Voilà. Si tu le fais pas à l'université, j'ai du mal à devoir le faire en NFL. Tout simplement. Kevin ? Ouais, tu m'as un peu refroidi avec tes stats. Désolé. Parce que j'étais plutôt satisfait de ce choix-là. Pour ça, je le trouvais rapide, je le trouvais intéressant pour ce domaine-là. Donc, c'est sûr que c'est là-dessus qu'il va être testé en pré-saison. Je veux dire, il vient pas là pour prendre un poste dans les 53 en tant que receveur pur. C'est impossible. Je regardais le corps de receveurs. On a évidemment Purcell, on a Ayuk, on a Debo, on a Jawan Jennings. Après, tu as du Conley, du Gray, du Trent Taylor, du Ronnie Bell. Il y a beaucoup trop de monde pour qu'un gars comme ça puisse se faire une place dans les 53. Donc, j'espère vraiment de lui qu'il va être un bon retourneur parce que je pense que c'est vraiment pour ça qu'il a été pris au final. Et si c'est pas le cas, je pense qu'il sera cuté. Alors moi, pour le coup, je suis vraiment convaincu pour qu'il puisse se faire une place en tant que receveur pur. Hein. Un mec qui a mis 13 touchdowns en université, c'est quand même quelque chose d'important. Et alors, j'ai beau l'aimer beaucoup, mais pour moi, il est meilleur que Ronnie Bell, clairement. Il est meilleur que Danny Gray, mais en même temps, je vais être très simple, une chaudière serait meilleure que Danny Gray. Voilà. Pour moi, il a sa place derrière les 3 premiers plus Purcell avec Chris Conley, quoi. Derrière ça, ce sera lui pour moi. Donc à voir. Mais pour moi, c'est un vrai bon receveur pour le coup. Olivier ? Bon, on m'a vendu que c'était le remplaçant de Ray McLeod. Partant de là, je resterai cette première impression. Le connaissant absolument pas, vous vous en doutez bien entendu. Moi, je reste là-dessus. Retourneur de coup de pied, tu m'as un peu cassé le moral avec ces 5,2, 5,9 là. Mais, je veux pas vous vendre du rêve, les gars, c'est tout. C'est gentil, c'est très gentil de ta part. Et je sais même plus comment il s'appelle déjà. Il s'appelle comment ce monsieur ? Jacob Cowing. Voilà. Pas assez rigolo comme nom, pas assez rigolo. Il y a rien quoi. On sent pas. Il y a pas le côté réré. Voilà. Donc il a intérêt à être bon en pré-saison. Sinon, il va faire le practice squad au mieux. Voilà. Puis même si vous le trouvez bon, moi je suis pas. Ronnie Bell, il a quand même prouvé des choses l'année dernière, un petit peu quand même à NFL à San Francisco. Donc, bien sûr. si tu me dis que l'autre il est meilleur parce qu'il a marqué les touchdowns à l'université, mais que si un coup de Mistral il s'envole, ça me paraît un peu difficile, quoi. Parce que quand il va se manger des mecs un peu
un peu épais. Voilà, c'est pour ça que je pense aussi à son avenir, quoi. Faut que les mecs l'attrapent après. Hein. C'est un mec qui est très rapide et qui court de très bons tracés. Et qui fait beaucoup de très bonnes séparations, je trouve. Le joueur suivant. Juste pour terminer Vas-y, sur vas-y. Cowing, profitez-en si vous regardez des vidéos de Cowing à Arizona, vous aurez l'occasion au passage pour préparer la draft 2025, l'un des meilleurs receveurs de la future draft, qui était Torah McMillan, qui était le wide receiver numéro 1. Et comme ça, vous ferez à la fois votre travail de découverte d'un futur joueur des Niners, mais aussi votre travail de scout pour la draft 2025. C'est toujours un bon exercice pour tout le monde. C'est un bon joueur, mais il jouera jamais à San Francisco parce qu'il sera drafté trop pour nous sur un poste à pas de besoin. Donc, si vous n'avez pas le temps, regardez que Cowing. Le joueur suivant, 6e tour, choix 215, Jared Kingston, lineman offensif intérieur de USC, 24 ans, 1m93, 138 kg. Gonzague, éclaire-moi parce que je ne sais pas qui c'est ce gars. Vraiment, à part le fait qu'il jouait. Alors, je me suis renseigné, j'ai noté. A joué en NCAA à tous les postes sauf centre. Physique de IOL, local kid, apparemment bon en run block. Voilà, globalement. Et apparemment rich parce qu'il était projeté non drafté. Voilà, c'est tout ce que j'ai. Gonzague, est-ce que t'as plus? Oui, j'ai plus. Alors, j'ai été sympa. Depuis le début, j'ai été sympa. Vous avez tous remarqué que j'étais plutôt satisfait des choix. Là, on commence, alors heureusement, ça arrive sur les derniers tours, mais on commence à arriver dans le dur. Qu'est-ce qu'ils ont branlé? Non, franchement, vous l'avez tous vu si vous avez un minimum regardé Caleb Williams cette année. Il était en difficulté toute l'année à cause d'une ligne qui, honnêtement, par moments, le lâchait, au-delà du fait que je ne suis pas un fan non plus du talent intrinsèque du joueur. Et qu'est-ce qu'on est allé chercher? Un de ces gardes qui est d'une médiocrité, mais vraiment, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je me suis creusé la tête. Spoiler sur les 2 derniers choix que nous avons faits. Comment on est allé chercher des joueurs pareils? Ils sont nuls, de chez nuls. Je mets une pièce d'ores et déjà sur le fait que ce joueur ne fait pas les 53. Il lui manque tout. Il n'est pas concentré. Il n'a pas de technique. Il est passif, se fait complètement transpercer dès qu'il y a un minimum de bull rush en face. Donc franchement, il ne sert à rien. Et en plus, il vient à un poste celui de garde où là, pour le coup, ça commence à être bien rempli. Donc pour moi, s'il fait les 53, je comprends plus rien. Allez, au mieux, dans un monde rêvé au pied des bisounours, il nous fera le practice squad et il attendra bien sagement. Et encore, croyez-moi, dans le practice squad, la plupart des gardes que nous avons aujourd'hui à disposition sont meilleurs que lui. Kevin, Olivier, motivé pour suivre Jared Kingston? Bah, je trouve ça donne Gonzague envie, hein. Je trouve Gonzague tellement dur sur le joueur. Bon, je le connais pas beaucoup, évidemment, mais en dire autant de mal, je trouve ça vraiment dur. Au final, T'as moi, regardé les j'aime matchs de bien USC ou pas? T'as regardé les matchs de J'ai USC? Mais franchement, j'ai pas que ça à foutre, Gonzague, mais mais Voilà, c'est pas moi mais qui non, noterai que c'est pas moi qui l'ai dit, cher public. Hein, voilà. j'aime bien sa polyvalence. Je trouve qu'on avait besoin d'aide dans la rotation sur la ligne offensive. Voilà, 1 an sur le practice squad, il est capable de jouer 2 postes de tackle ou 2 postes de garde. Tantôt, on est au 6e tour. Ok, go, essayons des choses, essayons des projets, c'est le moment. Là, on peut tenter des projets, contrairement au 1er ou 2e tour. Olivier? Juste pour faire bisquer Gonzague, normalement, vu que Gonzague il a dit qu'il était nul, dans 2 ans, il est pro bowler. Voilà. Non, on va arrêter de dire que nos linemen sont pro bowlers parce que Kevin il croit encore que Colton McKivitz peut être pro bowler, donc on part en couille. Oui. Spoiler alerte, c'est de nouveau dans mes hot takes l'année prochaine. Non mais mais frérot, que tu dises Aaron Banks, moi j'ai rien dit parce que je suis plutôt d'accord. Colton McKivitz, on va arrêter les bêtises par contre. en tout cas, il n'y a toujours pas d'opposition. Hein, Colton McKivitz, il est bon pour refaire tous les snaps l'année prochaine. Hein. C'est vrai. Parce que ouais, vas-y. Je vais juste dire cette petite anecdote amusante, c'est que chaque année, on dit toujours qu'il y a un poste prioritaire et on n'adresse jamais ce poste prioritaire. Il y a 2 ans, c'était celui de centre, on l'a pas adressé. L'année dernière, c'était celui de tackle, on l'a pas adressé. On était tous d'accord pour dire que le poste de tackle droit était certainement le plus prioritaire à la draft et on ne l'a pas adressé du tout. C'est ça qui est drôle, c'est que chaque année, là-dessus, Shannon, il veut pas écouter ses supporters français. C'est vraiment, dès qu'il y a une position prioritaire, c'est clairement pas sa priorité à la draft. Et il n'écoute que moi. Le dernier choix de notre draft, choix 251, Tatum Bethune.
linebacker Florida State, 23 ans, 1m85, 104 kg. Et je vois déjà Gonzague opiner du chef, donc Gonzague, vas-y, fais-toi plaisir. Lance-toi sur Tatum Betun. Alors pareil, je ne vois pas ce que ce mec a été drafté. Là, pour le coup, si vous aimez le comique, vous allez avoir du comique. Si vous voulez découvrir un peu Reynaldo Green, regardez les matchs de Florida State, regardez la défense. Et vous allez voir au milieu de tout ça un linebacker qui est plein de bonne volonté. Ah, ça c'est sûr, hein. Ils fonce sur les joueurs, il n'y a pas de problème. Ah, ça, il rush, il n'y a pas de problème. Mais il n'y a tellement pas de technique qu'il arrive constamment à viser à côté. C'est le roi des plaquages manqués. Il en est drôle. Je ne comprends pas que pour ce joueur puisse être drafté, en fait. Pour moi, je le mets sur le compte qu'on était sur une classe de draft peut-être un poil en deçà de ce qu'on avait l'habitude d'avoir en raison des nouveaux contrats qui ont été signés avec le college football, qui fait que beaucoup de joueurs ont décidé de revenir pour leur année senior l'année prochaine, ce qui fait qu'on avait un peu moins de profondeur de draft en genre de qualité dans ces drafts-là. Et là, franchement, ça ressent. Qu'un joueur comme lui puisse être drafté au 7e tour et ne pas finir non drafté, là, clairement, il y a un truc. Parce que vraiment, là, j'ai pas compris. Déjà qu'en plus, il y a embouteillage au poste de linebacker. On l'avait évoqué lors de la préparation de cette draft. Je peux vous dire que les 2 linebackers qu'on a signés à la draft de la saison précédente sont très largement meilleurs que lui. C'est un joueur qui doit complètement découvrir le foot américain parce que les techniques de plaquage sont très contestables. Les déplacements latéraux sont très contestables. Alors certes, il y a une volonté, hein, mais avec une volonté, on peut pas tout faire non plus. Et vraiment, moi, je ne comprends pas ce joueur. Et pareil que pour le précédent, pour moi, il ne fera pas les 53. Kevin, Olivier? Moi, j'aime bien le nom. J'aime bien le nom. Tatum Betun. Betun, ça me plaît. Moi, il y avait le bourreau de Betun. Donc, il joue. C'est un ancien catcheur. Donc, moi, déjà, ça commence bien. Voilà. Après, bon, j'ai rien de plus à dire. Encore une fois, je le trouve très très dur, Gonzague. Alors oui, il y a des problèmes de plaquage, c'est une certitude. Mais encore une fois, je trouve que c'est des choses qui peuvent se corriger sur un projet de 2-3 ans. Moi, je le trouve un peu dans le moule de Dre Greenlaw, très intense, ça frappe fort, ça y va, ça refuse jamais le contact. Donc là-dessus, je trouve ça intéressant au niveau mentalité. C'est sûr que c'est un projet, s'il y a de l'apprentissage à donner, il y a du travail à faire, mais on est au 7e tour, allons-y. On est une équipe qui n'a pas nécessairement de besoin à ce niveau-là de la draft au final. Les besoins ont dû être adressés avant. Donc allons-y. C'est un joueur qui est dans le bon moule, la bonne mentalité pour jouer dans cette équipe-là. Donc allons-y, essayons. Ouais, je vais plutôt rejoindre Kevin aussi sur ce truc-là. Il le vend beaucoup mieux. Hein. Ah ouais, Moi, Kevin le vend vachement mieux quand même. Je vais plutôt rejoindre Kevin. Déjà, c'était un capitaine à Florida State, donc un point pour Olivier. Florida State, en vrai, alors, quoi qu'on en dise, bonne volonté ou pas, bonne technique ou pas, être capitaine d'une équipe qui termine sa saison universitaire invaincue, c'est que t'es pas non plus le dernier des crétins. Évidemment, c'est un projet, mais en même temps, c'est du fond de 7e tour, donc faut pas non plus s'attendre à un mec qui sera titulaire day one. Donc voilà, c'est un mec qui va apprendre, il va apprendre derrière les meilleurs. Et puis si ça marche, et bah c'est parfait. Et si ça marche pas, et bah on s'en branle, c'est un 251e choix quoi. Donc il n'y a pas mort d'homme à choisir un mec comme ça qui a du potentiel plutôt que de prendre un gars où tu te dis ah ouais, il est prêt à faire les 53 et il jouera jamais et il va jamais progresser. Je préfère prendre un mec qui peut-être fera jamais les 53, mais au moins tu te dis si ça marche, avec la volonté, si tu lui apprends à jouer vraiment bien au football, bah t'as un mec qui peut vraiment servir dans une équipe. Donc moi je dis pourquoi pas Tatum Betun. Et puis si vous aimez les gros hits, allez voir le hit monumental qu'il a collé à Jaden Daniels qui au demeurant a fini dans le top 3 de cette draft et qui a été Iceman Trophy. Et le hit est monumental et je pense que le quarterback l'oubliera jamais de sa vie. Ah oui, ça y a de la volonté, mais toute la technique est à apprendre. Mais oui, ça... Vas-y. Non, mais tu vois pas. Tu vois, Gonzague, si on ne t'écoute que toi, le mec, il est nul. Alors, heureusement qu'Eliott, il est intervenu. Il nous a expliqué qu'il était capitaine. Il a de la volonté. On apprend qu'il met des gros parpaings. Ils me le vendent beaucoup mieux que toi. Tu sais pas vendre les joueurs, Gonzague, ça, pas du tout. Je suis pas là pour le vendre, je suis là pour commenter. Et le problème, Gonzague, c'est que quand tu vends les joueurs, c'est Jimmy Garoppolo et on a quand même des yeux et on regarde les matchs. Ou Mitch Trubisky. Ah, Mitch Trubisky, oui, ça restera mon plus gros échec. Ça restera mon plus gros échec draft de ma vie. Hein. Et on fait tous des erreurs, hein, mais on peut aussi parler de mes succès. Hein, mais bon, et ça, c'est moins drôle, évidemment.
On va parler ensuite rapidement des joueurs non draftés qu'on a récupérés. On va commencer par le commencement, ça fera plaisir à Olivier. On va parler de Terry Owens, receveur Missouri State, 24 ans, 1m90. Alors, je vais être très clair sur une chose, il est là juste parce que c'est le fils de Terrell, il n'est pas du tout au niveau, il a fait 520 yards pour sa meilleure saison NCAA dans une équipe de merde contre des adversaires de merde. Il a rien à foutre dans un effectif NFL, je vais être clair et net. Je suis pas fan de Frank Gore Jr., je suis pas fan de Brendan Rice, mais c'est des joueurs de football, lui un peu moins. Ah là, je vous le vends pas là. Hein. Qu'est-ce que vous avez à répondre à ça? Bah, j'ai rien à répondre parce que je suis à 300% d'accord avec toi concernant le fils Owens. Déjà, j'ai galéré pour trouver des pauvres vidéos. C'est impossible, il n'y a rien. Il y a rien. Non, vraiment, La galère pour trouver le film. Tu galères. Tu as du pauvre highlight dégueulasse. Et franchement, non, je suis pas du tout hypé. Et pour moi, en effet, comme tu dis, stat à l'appui, je vois pas. Pour moi, il a été drafté que son seul et unique nom, parce qu'il fallait bien que dans toute cette classe de draft avec plein de fils d'œil, il fallait bien qu'on en ait au moins un. Voilà comment je vois les choses. Mais en effet, pour moi, ce sera du practice squad. Au mieux, il se battra pour une place dans le practice squad. Je suis même pas sûr qu'il fasse ce practice squad. On peut tellement pas le voir nulle part que c'est à se demander si c'est pas une énième tentative de retour de Terrell Owens lui-même sous le nom de son fils. Je sais pas. Et tu sais quoi? Je pense que si tu fous Terrell sur un terrain, il est meilleur que son fils. Encore aujourd'hui. On verra. Déjà, il part bien, il s'appelle comme son papa, c'est très bien. Voilà. Ouais, il s'appelle Terry, pas Terrell. Owens, moi, du moment que voilà, il fallait. Moi, j'aurais voulu qu'on les récupère tous les fils d'eux. Je suis très, très, très déçu qu'on n'ait pas récupéré le fils de Jerry Rice. Pour moi, c'est la plus grosse erreur de la draft, c'est celle-là. Voilà. Non. Alors, si on l'avait récupéré, ça aurait été la plus grosse erreur de la draft. Non. Il est très bien chez les Chargers. Laisse-le chez les Chargers. Hein. Laisse les autres se gourer à notre place. C'est ça. Autre joueur, undrafted free agent, sûrement le plus connu de nos undrafted free agents, pardon. Cody Schrader, running back de Missouri, 24 ans, 1m75, 97 kg. Juste pour vous dire des petits trucs quand même, avant de laisser parler notamment Gonzague, qui je pense connaît un peu le joueur. Capitaine de Missouri, évidemment, la saison dernière, 276 courses, 1627 yards. Pour moi, peut-être le plus gros style de la draft de le récupérer non drafté. Il est attendu vers au pire 5e, 6e tour. On parle d'un mec qui a été quand même 8e du Heisman Trophy, qui est All-American, qui a été Burlworth Trophy. Donc le Burlworth Trophy, c'est le trophée du meilleur joueur qui n'était pas signé à sa sortie de lycée. C'est pas le plus rapide, mais c'est un joueur qui est physique, qui va au contact. Franchement, si on n'avait pas autant de running back dans notre effectif, c'est un mec qui fait les 53 les yeux fermés, quoi. Donc non, pour moi, c'est récupérer ce mec-là non drafté, c'est une aubaine. Et il est peut-être même meilleur que Isaac Guarendo qu'on a récupéré au 4e. C'est dire. Gonzague? C'est exactement ça. Pour moi, ça a été une épure. Il y a toujours ces joueurs non draftés où tu ne comprends pas comment il est possible qu'il n'ait pas été drafté. C'est clair. Moi, je l'avais en fin de 4e tour dans mon board. Elle est au plus tard fin de 5e. Et avoir Schrader en non drafté, c'est inespéré. C'est un très bon running back. Et alors, n'en déplaise à Olivier, pour moi, il ira vraiment en front contre Jordan Mason sur ses capacités notamment à aller taper la 4e et 1 qui fait mal. Il sera capable d'aller la chercher. Moi, c'est un joueur que j'aime beaucoup. Tu l'as dit, il était capitaine d'équipe à Missouri. Il enchaînait yard sur yard. Pourtant, il n'avait pas la meilleure ligne offensive du pays pour l'aider. Moi, c'est vraiment un joueur que j'aime beaucoup. Et très sincèrement, vous savez, on a une histoire avec nos running backs depuis l'arrivée de Shanahan, c'est que ceux qui sont draftés ne font pas les effectifs à terme, et ceux qui sont non draftés sont les belles histoires. Et je pense qu'on a rebelote cette année avec Cody Schrader. Lui, pour le coup, je suis prêt à parier qu'il fera les 53. C'est un très, très bon élément. Je suis très content qu'il ait choisi San Francisco pour démarrer sa carrière. C'est un très, très, très bon choix. Et Gonzague, de quel 4e et 1 tu parles? Parce que Kyle Shanahan ne les joue jamais, en fait. Oui, bon, alors 3e et 1 et 4e et 1 au moment d'être à 23-17 au Super Bowl. Voilà. Olivier, un avis? Non, connais pas. Non, connais pas, évidemment. Quelle question qu'on met. Non, je les connais pas. C'est très bien que je les connais pas. Moi, je vous écoute religieusement. Là, on te l'a bien vendu quand même. Voilà, mais moi, je suis d'accord sur le fait que il peut se battre avec Jordan Mason. Ça me dérange pas. S'il est meilleur que Mason dans le même style, même si j'aime beaucoup Jordan Mason, au bout d'un moment, on l'a dit, je l'ai dit tout à l'heure, la NFL c'est du business. Donc bisous sur le front et on te remplace. C'est comme ça.
Undrafted Free Agent suivant, Drake Nugent, centre de Michigan, 23 ans, 88, 137 kg, ancien capitaine de Stanford, ça c'est pour Loïc, first team All Big Ten, c'est pas déconnant, titulaire chez le champion national Michigan, run blocker, bon athlète, capable de faire des choses en screen et dans le second rideau. Pourquoi pas, pour la bataille. Moi je trouve ça intéressant pour la bataille. Il y a besoin de centre dans cette équipe. Finalement, Brendel est un peu seul à ce poste, donc c'est intéressant d'ajouter un peu de monde là-dessus. Ouais, c'est clair, c'est intéressant. Ouais, mais oui, c'est ça, c'est exactement ça. Pour moi, c'est un joueur qui, au mieux, aurait été en fin de draft. Qu'il soit non drafté ne me choque pas. Je sais pas s'il est meilleur qu'un Ben Barth, en fait. Je sais pas. Voilà, il va se battre pour les 53. Oui, même pas plus. Voilà. Oui, voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Le suivant, Jalen Mahoney, safety de Vanderbilt, 1m80, 83 kg. Alors, j'ai quasiment rien trouvé sur lui. J'ai vu, il a joué slot, il a joué strong safety. J'ai vu Malik Mustafa en moins fort. Je le connais pas. Voilà, j'ai regardé un peu, pas grand-chose sur lui, donc on va s'en tenir là. Tanner Mordecai, quarterback de Wisconsin, 24 ans, 88, 99 kg. Est-ce que tu le connais, Gonzague, Tanner Mordecai? Oui, je le connais parce que. Oui, le nom est cool, Kevin, je sais, il s'appelle Mordecai. Ah oui, Non, j'adore. Ah oui, Mordecai, j'adore. Non, mais au-delà de Mordecai, c'est. L'université de Wisconsin, c'est une université quand même qui est historique en tant que telle. Donc, moi, personnellement, je suis content. Je suis content de ce joueur parce que c'est un quarterback qui est solide, qui a de belles capacités, qui est un meneur d'hommes, qui est complètement dans cet état d'esprit très spécifique de Wisconsin. Vous savez, ces États un petit peu du mainland America où vraiment il y a une certaine mentalité qui se dégage. On retrouve un peu ça dans des universités comme Iowa, comme South Dakota State, toutes ces universités-là où il y a vraiment un état d'esprit de guerrier et on retrouve ça chez Mordecai. Pour moi, il peut se battre très objectivement pour le poste de QB3 à la place de Allen. Qui a son contrat d'aujourd'hui de joueur senior, même si c'est le contrat minimum, il a quand même un contrat de joueur senior. Et il peut se battre pour ce poste de QB3. Alors, attention, je vais bien mesurer mes propos, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais ça me rappelle un peu une certaine logique d'un certain Brock Purdy au 7e tour. D'un joueur qui, pour moi, est fiable, la tête sur ses épaules. Il n'a pas le talent de Purdy, il n'aura pas la carrière de Purdy en tant que tel. Mais si un jour Mordecai se retrouve dans le temps de sa carrière quelque temps QB2, je pourrais ne pas être si surpris que ça. Il va quand même devoir se battre. Aujourd'hui, c'est plus un QB3. Mais il a le talent pour aller chercher un poste de QB2 parce qu'il a l'état d'esprit en plus qui va avec. C'est un joueur d'équipe. Et moi, je suis très content. Bon, Kevin, Olivier, il s'appelle Mordecai. Ouais, moi, une QB room, Purdy, Mordecai pour les 10 prochaines années, moi, je signe tout de suite. Hein. Prenez mon argent, il n'y a pas de problème. Grave. Il s'appelle. Le truc qu'il faut retenir, ça s'appelle Tanner Mordecai. Rien que ça, c'est bon. Voilà, vous me l'avez vendu. C'est bon. Suivant. Il pourrait jouer dans Highlander sans problème. Yeah. Mordecai, je le connais pas énormément, mais un petit peu. Il était plutôt bon quand il jouait à SMU en 2021-22. Il avait fait 39 touchdowns, 12 interceptions et 32 touchdowns, 10 interceptions. L'année dernière, il fait 9 touchdowns, 4 interceptions en 10 matchs. Pour une raison simple, c'est qu'il joue à Wisconsin et que quand tu es un quarterback à Wisconsin, tu ne sers à rien puisque tu fais que des hand-off à tes running backs. Donc tu sers pas à grand-chose. Mais oui, pourquoi pas se battre avec Brandon Allen. Par contre, non, et pas dans la logique de Brock Purdy, parce que même à l'université, Brock Purdy faisait quand même beaucoup plus que ne faisait Tanner Mordecai. Oui, il a une volumétrie de passe beaucoup plus importante. Non, la référence que je faisais, c'est qu'on retrouve en fin de draft un joueur avec un excellent état d'esprit qui avait cette âme de leader au sein de son offense. C'est ça que je voulais juste dire. C'est pour ça que j'ai bien précisé, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. On te fait dire ce que tu n'as pas dit. Voilà, mais je trouve qu'on a ici un joueur vraiment qui peut faire un roster si on décide de partir avec un QB3 dans les 53. Le joueur suivant, Evan Anderson, defensive tackle, Florida Atlantic, 22 ans, 1m90. Alors accrochez-vous à vos slips, les gars, 1m90, 161 kg. Oui, c'est un nose tackle. Il joue en plein milieu et puis c'est tout.
Voilà, jeune joueur, nose tackle pur, pourquoi pas. Alors moi, je le connais pas du tout, mais alors, un joueur de 161 kilos en nose tackle dans notre système défensif à nous, j'ai beaucoup de mal à l'imaginer. Rien à foutre, on n'a pas de nose tackle ouais. au cas où. En avoir Ouais, un non, mais effectif, ça peut être fun. Bon, Kevin Givens, tu peux le faire passer en one technique sur certains jeux, moi ça me choque pas. Hein. Donc, ouais, je sais pas. Pour un mec je le connais pas. drafté, bon. Voilà, c'est l'occasion de s'amuser de son poids, ce qui est peut-être pas très sympa, mais Ah bah non, mais- je te l'assure, qu'est-ce que c'est quoi cette remarque? C'est Bah, pas alors, enfin, son poids, mais non, ouais. je, Oh, la non, phrase. je me suis mal exprimé, pardon. Je On le reformule. coupera au montage. On le Non, coupera non, au non, mais montage. je Mesdames et reformule. messieurs, on peut cancel Gonzague rien que sur cette phrase. Je Ah, bah, reformule. voilà, Je reformule. S'amuser, entre guillemets, d'un joueur qui fait 160 kilos en tant que tel, ouais, à part jouer un seul snap, c'est plus ça. Je reformule. En effet, je me suis mal exprimé, j'en excuse. Mais voilà, mais c'est plus dans cette optique-là, en fait, de s'amuser de l'anecdote d'un mec qui fait 160 kilos. Tu as toi-même abordé cette question très rapidement, Elliot, donc fais pas le plus malin. Zo, tu rames là. Ouais, tu rames, Gonzo, là. Ouf, là, c'était pas alors, bon à voir. Hein. Le suivant, Bryson Mays, centre Southern Miss, 1,94, 135 kg. J'ai rien trouvé sur lui, inconnu au bataillon. Suivant. Quelqu'un, personne. Au suivant. Et le dernier, je l'aime bien. Je le connaissais pas, mais j'aime bien. Mason Pline, tight end de Furman. 24 ans, 2m01, 115 kg. C'est typiquement le undrafted free agent, projet parfait. Je ne le connaissais pas avant il y a 3 heures. J'ai lu un truc sur lui qui m'intéresse. Il a commencé le football il y a que 3 ans. Ultra green, pas de gros fondamentaux de run blocker ou de coureur de tracé. Par contre, des mains apparemment extraordinaires, des qualités athlétiques folles. C'est normal, c'était un joueur de première division de basket qui s'est mis au football. Moi, ça m'intéresse. T'es un joueur non drafté, ouais. Tu te dis, on regarde. Si ça marche, home run. Si ça marche pas, c'est pas grave. Totalement. Là, je te rejoins à 3000%. Quand tu m'as donné les mensurations, j'étais, ah ouais, ça me fait... Ouais, petit ailier au basket, et puis ce que tu m'as dit le prouve bien. Donc oui, ben en plus il va au bon endroit pour bien prendre les choses. Ça peut être un projet à moyen terme, sur 2-3 ans de progression. Oui, voilà, ça me hype pas mal cette histoire. Gonzague, Kevin? J'ai pas d'opinion, je le connais pas du tout. Et... Ouais, t'as bien défini le côté projet. Ça résume bien. Voilà, mais je le connais pas. Avant de terminer, on va passer rapidement aux questions des auditeurs. Alors, vous avez été nombreux à nous poser des questions. On ne va pas répondre à toutes, puisqu'il y en a beaucoup auxquelles on a répondu durant le podcast. On a quand même une de Maxime. Question toute simple, mais assez logique. Votre pick préféré et votre pick le moins préféré. Rapidement, sans explication. Gonzague, pick préféré? Dominique Puni, et ceux que j'aime le moins, ce sont les 2 derniers. Kevin? Dominique Puni pour le pick préféré et le moins Renardo Green. Olive? Le Puni pour mon préféré, et celui que je déteste, celui que je veux pas, c'est le running back, donc j'ai oublié le nom. D'accord. Moi, mon préféré, Puni aussi, et mon moins préféré, Jared Kingston. Je comprends pas ce choix. Question de Stéphane. Alors, pensez-vous qu'il va y avoir du mouvement concernant certains de nos gros joueurs, notamment Samuel et Ayuk? Kevin? Non. Non, j'y crois absolument pas. Pour dire vrai, j'y ai jamais cru. On nous a teasé pas mal de trucs, notamment la famille d'Ayuk qui nous disait, en citant le jour de la draft, ça va bouger, ça va y avoir un feu d'artifice. Non, il va rien se passer. Il va prendre son contrat, il va la fermer, il va continuer à jouer pour nous, et puis Thibaut, il va faire au moins une saison et on fera le point l'été prochain. Olive? Oh, je suis assez d'accord avec ce qu'il vient de dire Kevin. Ça me paraît logique, ça va rester comme ça. On a encore l'effectif pour gagner. La seule chose qui pourrait vraiment faire que ça bouge avant la fin de saison, c'était des blessés et qu'on se retrouve à être des cracks playoffs. Mais si on est sur la dynamique et que tout se passe bien, on a l'effectif pour encore aller au bout et en espérant éviter Mahomes, et puis on gagnera le titre. Hein. Gonzague? Complètement d'accord. On ne se laissera pas dicter le fait de trader des joueurs majeurs alors qu'on joue la gagne. C'est pas du tout dans la mentalité de John Leach. On parle d'un général manager qui est capable de lâcher des 3e tours pour aller chercher des joueurs majeurs sur une
pauvre demi-saison pour une course en play-off. Donc, je ne vois pas dans quel monde il sera capable de lâcher des joueurs majeurs, même pour des choix importants au cours de la saison. Surtout qu'il faut rappeler juste aussi un petit contexte par rapport à Brandon Ayuk qu'on évoque trop rarement et que je lis que trop rarement, et ça a tendance à m'énerver, c'est que c'est un premier tour. Il a une 5e année possiblement en option, et auquel cas il la prend dans la figure, il se tait, c'est tout. Donc à partir de là, je vois pas pourquoi en fait on débat sans cesse de cela. Soit on a une équipe qui est capable de surpayer, j'ai bien surpayé la valeur du joueur, et auquel cas potentiellement on peut écouter, et je suis même pas sûr que ce soit dans la mentalité de John Lynch, et plus raisonnablement, je pense qu'on va garder notre effectif en place. Par contre, on va davantage arbitrer nos joueurs majeurs à la fin de la saison 2024 pour l'intersaison 2025, parce que là, pour le coup, il va falloir faire des choix tellement qu'on a des joueurs majeurs qui arrivent en fin de contrat. Voilà. Question de Gonzague. Olivier doit-il faire confiance au staff? Alors, on notera pour petite histoire que je ne l'ai pas dit 50 fois ce soir. Ça avait été, on m'avait privé plein de choses si je l'utilisais trop. Donc, oui, je fais confiance au staff, vous le savez. Je fais partie, quand je supporte une équipe, il faut vraiment que le président ou le front office fasse vraiment nawak pour que je sois contre le staff. Donc, c'est pour ça qu'à San Francisco, je trouve qu'on fait le boulot vachement bien fait et je leur fais totalement confiance. Et sur cette dernière saison, les choix 4, des 4e, 5e, 6e, 7e tours ont été chaque fois des super coups. Donc, je leur fais encore confiance pour la saison à venir. Question de Guigui. Est-ce que le nullissime One, justement, va être mis sur la touche par Reynaldo Green? Olivier, c'est pour toi. Hein, quand d'accord, c'est bon. Le mot nullissime One, c'est une invocation pour toi. Mais écoutez, les gars, j'espère que oui, parce que je l'aime pas. Vous savez, vous connaissez. Voilà. Ça sera beaucoup moins rigolo dans les podcasts, je suis sûr. Mais si on peut être meilleur sur le terrain, je préfère. Donc, oui, c'est ce qu'on a dit dans l'émission. Reynaldo Green ou n'importe qui d'autre, n'importe qui sur le terrain à la place de lui, ça sera très bien. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour. Hein. Le reste, on y a bien répondu. Donc, je vais quand même citer tous les gens qui ont posé des questions. Jean-François, Ludovic, Johan, qui a posé une question. David aussi. Niti, qui nous a posé une question. Nitinia de TDA fan des Giants, qui nous a posé une question sur Twitter aussi. Gab et Thibaut. C'est des questions, on y a globalement répondu sur, notamment sur l'utilisation des joueurs ou sur notre réaction au fait de prendre plutôt un receveur en premier plutôt qu'un corner ou de la ligne offensive. Gonzague, Kevin, Olivier, quelque chose à rajouter sur cette draft? La note de chacun. Ah oui, c'est vrai, la note de la draft. Eh ben, Kevin, j'ai envie de commencer par toi. Hein. C+. Gonzague. B+. Olivier, à l'aveugle. B-. B, moi, ouais. Et moi, je vais être sur B. Gonzague le plus optimiste, Kevin le plus pessimiste. On verra bien dans les mois à venir qu'est-ce que ça va donner. Merci de nous avoir suivis pour cette émission récap draft. On ne sait pas encore quand est-ce que ce sera la prochaine émission. Hein. Là, on va avoir une période de creux quand même en NFL, mais bon, je pense qu'on aura tous à un moment donné envie de quand même reparler dans les micros, même si c'est pour dire absolument tout et n'importe quoi. On a évidemment l'émission draft 3 ans après qui arrivera dans pas trop longtemps, et je peux vous dire que la draft 2021, il y a pas mal de trucs à dire, parce que notamment au premier tour, on avait pris un quarterback qui est remplaçant à Dallas aujourd'hui. Je vous en dis pas plus, mais vous savez très bien de qui je parle. Donc voilà. Et on avait pris qui au 5e tour? Un Samoan, je crois, avec des cheveux longs, qui adore mettre des patates aux gens. Non, ça c'était au 6e, parce qu'au 5e tour, on avait pris un abo maigrichon qui met des patates comme Dre Greenlaw. C'est bien. Ouais, et au 3e tour, on avait pris quoi? Un cornerback de Michigan qui lève les bras après le ballon. Ça va être fantastique. Je pense que c'est la meilleure émission. Ça va être la meilleure émission. Il y a tellement de choses à dire sur cette draft-là. Ça va être incroyable. Et il y aura peut-être d'autres émissions si on a envie de faire, je sais pas quoi, un débat entre deux joueurs, parler même d'histoire. Peut-être que Kevin ou Gonzague ont envie de relancer des débats sur qui était le meilleur quarterback entre un mec qui court et un mec qui court pas. On verra bien. Voilà, donc merci de nous avoir écoutés. Et puis Go Niners, comme d'habitude. Salut. Go Niners. Go Niners. Ciao. Come on.